Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette émission spéciale consacrée aux derniers événements survenus à Mlilia. Le 24 juin dernier, le Maroc a connu une opération migratoire inédite, aussi inédite que violente. Ce jour-là, à l'aube, plusieurs centaines de personnes prennent d'assaut la clôture grillagée qui donne accès à Mlilia. Ces personnes sont des migrants désireux de se rendre en Europe, mais des migrants particuliers venus de l'Est de l'Afrique, entre autres du Soudan, particulièrement organisés en groupes structurés et conduits par des chefs mafieux qui les ont encadrés depuis leur point d'entrée au Maroc, à partir d'Algérie, qui les ont entraînés à s'attaquer aux forces de l'ordre et qui les ont armés pour cela. Plusieurs centaines d'assaillants se jettent donc sur cette clôture grillagée qui marque le point de passage vers la ville de Mlilia. L'escalade et s'y accroche. Le grillage cède et ce sont des dizaines de personnes qui décèdent ou sont blessées dans cette chute. Les images font le tour du monde et suscitent l'émotion. Une réelle émotion face à un drame humain, encore un de plus. Nous allons retracer le film des événements et expliquer ce qui s'est réellement produit, au-delà de l'émotion, image à l'appui. Nous allons revenir sur le modus operandi de cet événement inédit dans un pays connu pour être aussi bien une terre de passage qu'une terre de destination pour les migrants du continent, ainsi qu'en témoignent des migrants que nous avons interviewés. Nous allons revenir sur la politique migratoire de ce pays, le Maroc, dont le chef de l'État a été désigné leader de la migration en Afrique. Et nous allons aussi refaire le trajet de ces centaines de personnes que l'espoir, ou plutôt le désespoir, a jeté entre les mains de mafias agissant en complicité avec les autorités étatiques. Et enfin, nous allons expliquer pourquoi ce drame, bien qu'il ait été favorisé par des mafias avec des complicités algériennes avérées, risque de se répéter. Avec nous donc pour ce retour sur les faits, Moustapha Shimi, vous êtes professeur de droit et politologue. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Zakaria Abou-Dahab, vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Merci aussi d'être avec nous. Merci à vous. Driss Issaoui, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les faits. Le 24 juin, plusieurs milliers de personnes d'origine sahélienne se lancent à l'assaut de la clôture de séparation érigée à Mlilia. L'attaque est massive, compacte et brutale, et les assaillants sont armés de bâtons avec pointes d'acier, de matraques, d'armes blanches, et certains d'entre eux portent des casques. Les forces de l'ordre marocaines tentent de juguler l'attaque, mais ils sont pris à partie par des migrants désireux de se rendre en Europe. Le modus operandi est inédit par sa violence et sa brutalité, et les forces de l'ordre marocaines, malgré leur effectif, leur discipline et leur expérience, ne peuvent empêcher les centaines de migrants d'escalader le grillage qui cède avec les résultats que nous connaissons. Moustapha Shimi, je commence par vous. Les routes migratoires sont connues et surveillées. Une fois arrivés au Maroc, les migrants choisissent de s'y installer ou se dirigent vers le nord. Alors en quoi cette fois l'opération est inédite? Qu'est-ce qui la rend inédite? La géographie des flux migratoires des dernières années est intéressante à relever. Il y avait une route orientale venant donc de l'Afrique subsaharienne vers essentiellement donc les pays de l'Afrique orientale, c'était la Libye, essentiellement. C'était la Libye qui était un grand foyer d'accueil. Il y avait également une route occidentale à partir de la Mauritanie et donc les villes des provinces sahariennes, Dakhla al-Ayoun, du fait de la proximité des Canaries. Et puis, il y avait une route centrale qui était peu utilisée du fait du système algérien qui ne permettait pas tellement donc l'entrée de migrants. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que cette route centrale qui a été privilégiée dans cette affaire des flux migrants à Mlilia, et quelles sont les responsabilités? Les responsabilités sont celles de l'Algérie. Pourquoi? Voilà un pays qui est tellement sourcilleux quant à la sécurité de ses frontières, en tout cas c'est le discours officiel, et qui accueille et qui fait passer donc 2000 migrants. Ça prouve quoi? Ça prouve que les autorités algériennes ont été complaisantes, passives, pas seulement. Ça prouve également que c'était une instrumentalisation d'une politique qui vient à un moment particulier. Pourquoi ça ne s'est pas produit il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc., alors que le flux migratoire est constant depuis 2 décennies? Vous parlez d'une forme de guerre asymétrique, quoi. Eh oui, pourquoi ça s'est produit dans un contexte diplomatique particulier? C'est une instrumentalisation qui a été faite par les autorités à Alger avec un double objectif. C'est un billard à 2 bandes. Premier objectif,
créer une situation particulière au Maroc et tenter de délégitimer sa politique migratoire en disant, vous voyez bien, regardez comment ça se passe, etc. Et en même temps, deuxième coup double, mettre en difficulté l'Espagne parce qu'il y a un gros problème diplomatique entre Alger et Madrid par suite de la reconnaissance des autorités espagnoles, de la marocanité des provinces sahariennes de fait et la priorité donnée donc au projet d'autonomie interne. Donc voilà. Alors c'est également inédit pour un autre point, l'ampleur du flux migratoire. D'ordinaire, il y a quelques groupes, 10, 15, 20, quelques éléments isolés qui arrivent à franchir, etc. Bien. Mais c'était des moyens pacifiques. Quand ils passaient, ils essayaient de s'agripper aux barrières, ça passait pas, etc. Il y avait d'ailleurs un agenda particulier, on le sait. Alors cette fois, ce sont des gourdins, c'était la fin de des l'année. chaînes de fer, des couteaux, des crochets, des jets de pierre en direction des forces de l'ordre marocaines. Ils avaient un agenda d'ailleurs, c'était les fêtes fin d'année, c'était le week-end, etc. Donc c'est aussi cette fois-ci, c'est le troisième point qui caractérise cette opération, ce sont les méthodes utilisées. C'est un encadrement, il faut le répéter, paramilitaire. C'est des bandes organisées, encadrées, qui ont utilisé, vous l'avez dit, des gourdins, des pierres, des couteaux, des coutelas, des crochets, etc., avec un encadrement. Toutes les images de télévision, de vidéos qu'on a pu voir montrent que c'est une marée humaine encadrée. C'était pas dans le désordre, c'était pas dans la spontanéité d'un soulèvement, des sous-groupes, avec des sous-groupes, des chefs, etc., qui d'ailleurs avaient été raquetés, qui avaient payé de 2000 € le droit de passage. On le sait comment? Par les déclarations des personnes migrantes qui sont arrivées en Espagne, il y en a 130. Certaines ont été interrogées par les autorités espagnoles, par des télévisions, etc. Ils ont déclaré qu'ils avaient payé 2000 €. Donc voilà cette situation-là, et c'est une situation qui est inédite. Elle est inédite pour le Maroc. Le Maroc ne s'est jamais trouvé face à une situation pareille. Elle est inédite également pour l'Espagne, et les pays européens n'auront l'occasion d'y revenir. Ce qu'il faut dire sur ce plan-là, c'est que c'est une nouvelle situation qui était inédite, je le répète, pour le Maroc, et qui n'était pas armée techniquement pour faire face à cette situation. Vous savez, le professionnalisme et l'expérience des éléments des forces de l'ordre, notamment de la gendarmerie royale qui est sur place, pour prévenir ces situations-là. Mais les moyens utilisés par le Maroc sont des moyens, c'est des armes non létales. Il n'y a pas eu de mort par balle. Et d'ailleurs, tous les certificats de médecine légale dont nous disposons, qui sont produits en justice actuellement, attestent que ce sont des morts comment ? Ce sont des morts par bousculade, ce sont des morts par effondrement du fait qu'ils avaient grimpé les clôtures, etc. Et donc, sur ce plan-là, le Maroc est tout à fait à l'aise. Alors, la campagne dehors, c'est de dire en disproportion, je suis frappé. Non, c'est le poids des images, finalement. Le poids des images, mais le commentaire accompagnant les images. Les images ne sont qu'un aspect du dossier. Les commentaires avec des réactions précipitées d'un certain nombre de pays disant la disproportion de la réponse marocaine. Quelle disproportion? Où est-ce qu'il y a eu le plus de dégâts? Il y a eu 23 morts, évidemment, il faut le déplorer. On ne peut que le déplorer, c'est 23 vies humaines. Sur ce plan-là, il n'y a pas de discussion. Il y a une cinquantaine de blessés parmi les migrants, mais il y a eu, parmi les éléments de force de l'ordre, 150 blessés. Ce qui n'est pas suffisamment relevé par ceux-là même qui dénoncent la disproportion des moyens. Donc, s'il y a eu 150 blessés parmi les forces de l'ordre, ça prouve bien que ce sont les forces de l'ordre qui ont eu à faire face à des actions violentes venant de la part des migrants et de leurs encadrants. Très bien. Alors, oui, c'est vrai que c'est inhabituel, Driss Issaoui, c'est encore une fois inédit, comme vient de l'expliquer Mustafa Shimi. Habituellement, les migrants viennent d'Afrique sahélienne, de l'Ouest. Oui. Cette fois, ils viennent donc, ça a été dit, et c'est aussi peut-être un élément d'explication sur cette violence. C'est des gens qui viennent d'une route, qui ont emprunté une route donc nouvelle, et qui viennent de régions qui sont des régions en guerre, qui sont des régions où il y a la violence, où la violence règne. Il n'y a pas que la pauvreté ou la précarité qui pousse les gens à aller vers le nord, mais il y a aussi une situation de guerre. Donc,
est-ce qu'on peut expliquer cette violence aussi par le fait que ces gens-là venus du Soudan, passant par le Tchad, passant par l'Algérie, arrivant au Maroc, aient eu envie d'écourter au maximum leur passage par le Maroc et y aller avec la violence qu'on a vue? Est-ce qu'on peut expliquer ça aussi par la nationalité, l'origine? Vous savez, on ne peut que l'expliquer ainsi. Pourquoi? Parce que vous avez 2000 personnes qui ont été ramassées, qui ont été entraînées, qui ont été encadrées pour aller vers un point donné. On leur a indiqué où aller. Parce que ce n'est pas des gens qui connaissent très bien Nador, ou qui connaissent Hossima, ou qui connaissent les ruelles. Parce qu'on l'a vu sur les images. Ce sont des gens à qui on a donné justement... Des parcours fléchés. Absolument. C'est comme si c'était un parcours. Qui ont l'habitude de s'en prendre aux forces de l'ordre, qui ont l'habitude d'être en situation de guérilla, pratiquement. Mais les parcours étaient fléchés. Mais on leur dit passez par là et non pas par là, etc. C'est que ces gens sont arrivés devant, disons, la palissade, ils ont escaladé, ils avaient les moyens de le faire, et à un moment donné, il y a tellement eu de personnes qu'ils étaient obligés, non pas de se battre, mais ils se sont écroulés, tout bêtement, tout simplement. Ils sont tombés de cette hauteur, et le fait de tomber de cette hauteur, arriver sur le sol, ça crée des dégâts. 6 à 8 mètres. Oui. 6 à 8 mètres. Voilà. Comment voulez-vous que des gens qui viennent dans ces conditions puissent avoir une attitude amicale? Pas du tout. D'autant plus qu'on vient de l'expliquer, c'est des autorités, ce sont les autorités algériennes, particulièrement des unités qui sont dressées, qui sont entraînées à mobiliser des gens, à mobiliser ce genre de soldats. Parce qu'en fait, c'est pratiquement une guerre qui ne dit pas son nom, qui a été déclarée... Une guerre asymétrique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Absolument, une guerre asymétrique contre le Maroc, alors que les Marocains, qu'est-ce qu'ils mettent là-bas? Ils ont mis des agents de sécurité normaux qui disons, surveillent est-ce que tel ou tel point est sain, est-ce qu'il est sauf, etc. Non. C'est pour ça que ces gens qui sont venus du Darfour, qui sont venus du Tchad, etc., c'est des gens qui n'ont aucune considération pour la vie humaine. Ils sont là parce qu'ils sont missionnés, ils ont une mission pour laquelle ils ont très certainement dû toucher de l'argent, et ils sont venus pour exécuter le contrat qu'ils avaient ce jour-là. Parce qu'en fait, c'était une opération à faire un jour particulier. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la sécurité marocaine a fait son travail, la sécurité espagnole a fait aussi son travail, et finalement, cette bousculade a donné les résultats que l'on connaît. C'est vrai, c'est déplorable, mais c'est une réalité réelle. Parce qu'il y a des événements qui arrivent comme ça. Nous avons les gens sur les wetbacks au niveau de la Californie. Et nous avons des événements qui arrivent dans d'autres pays où il y a plus de victimes, mais personne ne parle. Personne ne cite cela. Aujourd'hui, on vient accuser le Maroc. Ah, vous avez utilisé trop de force contre ces gens-là qui sont des pauvres, etc. Ce n'est pas vrai. On attend justement que l'enquête soit achevée parce qu'il y a eu certains organismes internationaux, l'ONU pour ne pas la citer, qui a dénoncé un usage excessif de la force de la part des Marocains et des Espagnols, alors qu'on voit bien où la force... C'était précipité. C'est une réaction précipitée qu'il faut remettre en cause, aussi bien au niveau de l'ONU qu'au niveau d'un certain nombre de pays, dont l'Espagne, on va y revenir sur la position espagnole, que d'organisations internationales. Il faut le dire. Très bien, on y reviendra. Alors, sitôt l'assaut donné et l'opération de maintien de l'ordre achevée, les autorités espagnoles, par la voix des plus hauts responsables du pays, ont réagi. Je vous propose à cet effet d'écouter le Premier ministre Pedro Sánchez et sa déclaration le jour même des faits. J'insiste sur le fait que les drames de l'immigration clandestine sont une question complexe et ne peuvent donc pas être envisagés sous un seul angle, mais plutôt sous un angle global. Estamos hablando de mafias, pero estamos hablando también de la necesidad de que el gobierno de España y también Europa. Nous parlons ici de réseaux mafieux, ainsi que de la nécessité pour l'Espagne et l'Europe d'augmenter le niveau d'aide apporté aux pays émetteurs de migrants et de renforcer notre coopération avec les pays de transit. También sufren esta migración irregular.
Cuando usted habla, por ejemplo, con las autoridades marroquíes, ellos Car le Maroc, en tant que pays de transit, souffre également de l'immigration illégale. ayudarles a gestionar la lucha contra las mafias en Marruecos y sin duda alguna también a controlar. Nous devons l'aider à faire face aux mafias du trafic d'êtres humains et à contrôler les flux migratoires. Alors, on a entendu le Premier ministre espagnol parler encore une fois des réseaux mafieux. Et Zakaria Bouddahab, alors selon les éléments de l'enquête en cours, ça a été déjà dit autour de la table, ces migrants viennent en majorité du Darfour. Donc, comment, de votre position de professeur de relations internationales, vous pouvez expliquer ça, le Darfour, le Tchad, donc c'est une route, comme je le disais tout à l'heure, qui devient une route horizontale, voire même diagonale, des gens qui sont coutumiers de la violence. Et est-ce que ça pourrait continuer? Est-ce qu'on pourrait encore attendre des assauts de même nature? Alors, merci d'abord de l'invitation. C'est vrai que d'abord, je voudrais regretter ce qui s'est passé et en même temps peut-être présenter aux familles des victimes toutes nos condoléances parce qu'au final, ce sont des humains, ce sont des nôtres. Nous sommes africains comme eux et donc on ne peut que regretter ce qui s'est passé. Mais bien entendu, il faut aller au-delà des symptômes ou de l'approche clinique, comme on le dit parfois en droit, et faire un peu de l'étiologie, cherchant d'abord un peu l'origine profonde. À un moment donné, je me demandais si le séparatisme lui-même ou le sécessionnisme n'avait pas engendré ce genre de situation. Pourquoi? On le sait, le Soudan a été dépecé, divisé en deux. Donc, ce qui a donné lieu à la naissance d'un État qui s'appelle le Soudan du Sud. Et on sait ô combien cette expérience, peut-être un peu malheureuse, avait engendré des conséquences négatives parce que pratiquement, c'est Khartoum, la capitale du Soudan, qui garde, si vous voulez, un peu l'essentiel des ressources, sachant bien que le Soudan du Sud, d'ailleurs, le Maroc avait reconnu l'indépendance de ce pays, en témoignage de solidarité, n'avait pas fait montre de signes de développement. Donc, point de départ déjà, ces immigrants malheureux sont tombés dans un point de chute et au final, on peut déjà évaluer profondément cette expérience de naissance d'un État qui n'avait pas les ingrédients nécessaires pour le devenir. Ça d'une part, comment je le vois. Et deuxièmement, si on situe la réflexion, à mon sens, au niveau des relations internationales. D'abord, il y a des lacunes majeures en termes de droit de l'immigration internationale quand on sait qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. Il n'y a que des obligations de moyens. Même l'Union européenne, notre vis-à-vis immédiat, ne dispose pas d'une politique uniforme en la matière. Il n'y a que des coopérations bilatérales avec des pays comme l'Espagne, nous y reviendrons peut-être, et des orientations et des directives. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a donc des failles, et ces failles, de façon un peu emboîtée, comme le disent les géographes, quand ils analysent un peu les niveaux de l'analyse, le micro, le méso, le macro, le subnational, le national, régional, continental, international, mondial, etc. Moi, je crois qu'il y a là une sorte d'imbrication de phénomènes, mais le phénomène, il devient sociologique d'une grande ampleur. Moi, je crois que là, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que nous sommes dans un changement, il me semble, du mode opératoire des migrants qui viennent, évidemment, chercher l'Eldorado, mais c'est juste un rêve, malheureusement, qui est le plus souvent envoyé. Pourquoi ils ne sont pas passés par la Libye, comme à l'habitude, comme à l'accoutumée? Mais je crois que déjà la situation en Libye est, le moins que l'on puisse dire, est incertaine. C'est un enfer en Libye. Voilà. C'est un enfer. Et deuxièmement, voilà. il y a, on le sait parfois, des accusations qui ont adressé à la Libye sur le fait de la maltraitance de pays en provenance de l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas le lieu maintenant d'évoquer un certain nombre de problématiques de ce genre. Mais j'aurais plutôt beaucoup d'indices pour aller dans le sens que ce qui s'est passé le 24 juin 2022 n'était pas un pur hasard. Ça a été avec une préméditation, et dans le sens où les itinéraires qui ont été empruntés ont été bien choisis. Et moi, je crois que cela renseigne sur une chose. Donc, d'abord, un changement de paradigme pour traiter la problématique migratoire au niveau transversal, ce qui va nous pousser ensemble, tous les acteurs, à réfléchir à une meilleure coopération coordonnée pour juguler ce problème. Et deuxièmement, nous sommes dans une logique très inquiétante avec des facteurs aggravants, les migrants climatiques, la pauvreté, etc., les effets aggravants du conflit armé en Ukraine avec les conséquences sur la sécurité alimentaire, etc. Pour résumer, moi je crois qu'il y a des facteurs sous un peu micro, de valeur micro, c'est-à-dire le comportement du migrant lui-même, son schéma, son référentiel, ses rêves, etc., etc.
et toute la traçabilité qui doit en découler, et les facteurs structurels qui favorisent malheureusement ce genre de drame qu'il faut déplorer, bien entendu. Et moi, je crois que maintenant, nous devons tout simplement changer de paradigme pour traiter le phénomène migratoire, ce que le Maroc a toujours plaidé, notamment au niveau continental et intercontinental. Donc nous sommes véritablement à un tournant avec l'apparition. Oui, Mostafa Chahimi. Je voudrais compléter ce qu'a dit mon collègue et ami en disant ceci. Ce qui est inédit, ce que je n'ai pas relevé tout à l'heure, je voudrais l'ajouter, peut-être le préciser, c'est le fait que c'est maintenant une migration organisée par un pays, le pays voisin, et le flux migratoire, il est plus sud-nord, il est est-ouest, dirigé vers l'Algérie. Ça, c'est un élément qualitatif important. Un. Deux, c'est un flux migratoire qui est au service d'une diplomatie algérienne, ce qui n'était pas le cas des flux migratoires traditionnels auxquels vous avez fait référence. C'était des migrants qui cherchaient l'Eldorado, réel ou supposé, etc. Autre observation je voudrais réagir sur ce qu'a dit le chef du gouvernement, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Il y a eu une évolution dans son argumentaire. Le premier jour, il a réagi en mettant en cause les réseaux mafieux. C'était aussi la position marocaine. Ensuite, il a évolué. Aux dernières prises de position que j'ai suivies comme vous, on l'a interrogé à ce sujet. Il a dit qu'il faut poser la question au Maroc. Et il y a eu un infléchissement de sa position. Il ne faisait plus tellement référence aux mafieux. On avait le sentiment qu'il mettait en cause de manière peu diplomatique d'ailleurs la position marocaine. C'est pour ça que d'ailleurs le Maroc, je crois savoir, a réagi, a fait savoir ce qu'il en était. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui même, ce vendredi, la visite du ministre espagnol de l'Intérieur avec le commissaire, la commissaire européenne chargée des questions intérieures, qui sont là, qui a été reçue par le ministre de l'Intérieur marocain, donc Monsieur Lofté. Donc c'est une affaire finalement qui dépasse les relations Maroc-Espagne, mais qui implique l'ensemble de l'Europe. Et ça conforte, encore un mot, ça conforte la position marocaine qui dit que ça n'est pas simplement un problème maroco-marocain ou maroco-espagnol, c'est un problème qui intéresse l'ensemble de l'espace régional, en l'occurrence l'Europe. Et c'est pour ça que l'Europe est mise en cause dans sa politique migratoire. Elle n'a pas de politique migratoire, sinon une politique sécuritaire d'une Europe forteresse. Et d'ailleurs, vous savez qu'on a relevé ici, en différentes circonstances, l'inégalité des moyens mobilisés. Pardonnez-moi, je vous coupe, c'est une déclaration aussi du ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Álvarez. Je cite, la coopération entre l'Europe et les pays d'origine doit être renforcée et des moyens technologiques doivent être fournis pour empêcher que ce genre d'assaut ne se reproduise. Tout à fait. Ça veut dire, je complète ceci, ça veut dire qu'il faut un renouveau. C'est d'ailleurs dans le communiqué commun qui a été diffusé à l'issue de la visite des deux responsables reçus par le ministre de l'Intérieur. Il faut un renouveau d'une politique migratoire. Ça implique des moyens. Vous savez, il faut le rappeler. Alors, on va en parler tout à l'heure, Mostafa Chahimi, si vous permettez. Ça implique en tout cas l'inégalité et la disproportion des moyens, et du Maroc, de l'Union européenne, mais on va y revenir. Je reprends le fil de ce que disait Zakaria Boudahab. Donc nous sommes dans un véritable tournant, avec changement d'itinéraire, changement de route, avec des mafias organisées, mais parfaitement structurées. Ce n'est plus une mafia qui fait comme, si on peut utiliser le terme banal, dans le sens d'un groupe mafieux qui... Non, ce sont et instrumentalisation diplomatique. J'y arrive, que ce sont des mafias qui sont parfaitement organisées, structurées, avec une hiérarchie des chefs, des sous-chefs, etc. Et donc forcément des armes et au service d'une diplomatie. D'ailleurs, on a vu comment la diplomatie algérienne s'est tout de suite mise en branle. Juste après, on ne savait pas encore ce qui s'est passé. C'était assez délicat. Donc cette question d'armes est inquiétante parce que ce n'est plus de la migration. Vous savez, le Maroc est aussi un pays émetteur de migrants. Et donc nous savons, il y a un savoir-faire au niveau du traitement de toutes ces migrations. Et nous allons y revenir tout à l'heure. On va parler des régularisations qu'il y a eu. Et ce n'est pas les Marocains qui le disent, c'est les Espagnols aussi qui ont retrouvé des armes chez eux. Et il y a une émission de télévision espagnole, donc, et je vous propose de l'écouter, où le criminologue José Jiménez Planeles présente les armes utilisées par les migrants dans cet assaut. Je vous propose de regarder cet extrait.
Ils utilisent plusieurs types d'armes. Il y en a de toutes sortes. Regardez par exemple celle-ci. Il faut la manier avec beaucoup de précaution. On a protégé son extrémité parce qu'elle est vraiment dangereuse. Elle a été utilisée contre des membres de la Guardia Civil qui ont été pris pour cible avec de la chaux vive. J'ai pu voir ce que ça faisait sur des uniformes, mais ils sont tellement souillés que je ne peux pas vous les montrer pour ne pas porter atteinte à leur honneur. Esto, fíjese usted, o sea, claro, todo esto es rudimentario. Esto solo, no sé de dónde, esto sí debe ser una pieza. Toutes ces armes sont rudimentaires. Oxidada por completo. C'est une lance avec une pointe rouillée. Ils l'introduisent dans le manche en bois et la fixent avec du plastique qu'ils font fondre pour la maintenir. C'est une arme qui peut tuer, c'est vraiment une arme létale. Il me semble que c'est une arme avec laquelle on peut tuer un animal. Ce sont des armes pour chasser dans le désert. Regardez celle-ci, elle est encore plus dangereuse. Elle est équipée de grappins qui peuvent facilement s'accrocher aux vêtements d'un policier et lui faire très mal. C'est horrible. Ce que vous me montrez là me donne la chair de poule. Il faut pouvoir supporter tout ça. Regardez cette invention diabolique. On dirait une sorte de matraque. C'est une arme contondante, mais pas que. Regardez au bout cet ergot. En fait, elle est recouverte d'une sorte de fourreau en cuivre. Et si quelqu'un essaye de s'y agripper, celui-ci coulisse. La main qui le tient est alors cisaillée par cet éperon. C'est une arme absolument diabolique. Voilà. Chaux vive, horrible, chair de poule, main cisaillée. Donc, on voit. Ça montre bien la sophistication. La sophistication, c'est ce qu'on disait, des mafias particulièrement organisées. Et ça, de quoi ça est-il le signe? Est-ce que c'est ça dont parlait, c'est cela dont parlait tout à l'heure Mustafa Sahimi, cet écart entre les blessés, entre le nombre de blessés, l'effectif de blessés des forces de l'ordre marocaines et des migrants? Vous avez d'un côté un groupe de personnes qui sont outillées, qui sont armées par des outils, disons, d'attaque très mortels, d'ailleurs, comme on vient de le voir dans ce passage. Ils sont obligés de faire mal et de tuer l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas discuter avec les gardes frontières et dire « Ah, s'il vous plaît, on veut passer, laissez-nous passer ». Ce n'est pas ça. Nous sommes venus pour passer de force et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui explique qu'il y a aujourd'hui un maximum de personnes qui ont été blessées au niveau des forces de sécurité marocaines, espagnoles, etc. et un minimum de dégâts au niveau des personnes qui sont venues attaquer justement cette position fixe. Parce qu'en fait, tous les points de surveillance... C'est des armes létales. Mustafa Sahimi tout à l'heure parlait. Les Marocains n'ont pas utilisé d'armes létales, mais ça, c'est des crochets. C'est des pointes, c'est des pics, c'est de la chaux vive. Tout à fait. C'est pour blesser, c'est pour tuer. Donc ça, on est à un autre niveau. C'est à un autre niveau, c'est-à-dire quand on prépare un groupe qui sont missionnés pour aller attaquer, on leur donne tous les moyens pour que leur attaque soit efficace. Et pour que les gens, quand ils attaquent, ils causent des dégâts. Et c'est le cas actuellement de cette situation. Excusez-moi, je vous coupe encore. Donc ces gens, ces assaillants, quand ils sont passés, ceux qui sont passés, puisqu'à la télé espagnole, on voit bien que ce sont des armes, il faut appeler les choses par leur nom, qui ont été saisies par la Guardia Civil, la police espagnole, et qui a été utilisée contre les éléments de la Guardia Civil. Donc ça veut dire qu'une fois passés en Europe, ces gens continuent d'être armés et continuent de vouloir avoir des activités. Très certainement. Du côté marocain, c'est pire encore. Mais malheureusement, je pense qu'on est en phase, parce que les personnes qui ont été incarcérées seront présentées à une cour probablement début... Oui, voilà. C'est le cas. Il y a une procédure au tribunal de Nador. Alors, on ne peut pas parler de tous ces détails.
on attendra justement les attendus de ces procès et comment les gens vont être, vont être jugés. Alors, juste pour préciser une chose, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait longtemps que le Maroc est un pays de transit avant qu'il ne devienne, après la politique de régularisation, donc un pays aussi de destination. Mais ça, on n'a jamais vu ça, c'est-à-dire que les migrants que nous avons l'habitude de voir chez nous, qui passent par chez nous, ça ne s'est jamais passé comme ça. Ce sont des passages qui se passent de manière pacifique. Mais c'est des gens que nous connaissons, qui font la manche au niveau des feux rouges, qui amènent leurs enfants, leurs familles, et s'installent ici. Ils commencent à créer de la richesse dans ce pays parce qu'ils ont été régularisés. Pacifiques et qui créent de la richesse donc, chez nous, qui créent des familles chez nous. Donc ces gens-là qui sont arrivés, qu'on appelle migrants ou assaillants, est véritablement une catégorie à part, nouvelle. C'est ça qui est inquiétant. Oui, Moustapha Sahimi. Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez raison de relever ce point. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes dans la typologie des migrants, c'est-à-dire classement par type. Nous avons affaire, ça a été dit par mon collègue tout à l'heure, nous avons affaire à un nouveau type de migration violente, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et d'ailleurs, vous avez vu les armes, vous savez, dans le code pénal, les armes qui nous ont été montrées à la télévision espagnole, ça s'appelle des armes par destination. C'est ça la qualification pénale. Il était difficile. Ça n'a jamais été le cas avant. Ça n'a jamais été le cas. Il y a eu quelques bousculades, quelques incidents, etc. Mais c'est resté d'un niveau de basse intensité, si je puis dire, de bas bruit. On n'a jamais eu affaire à une situation de ce type-là, de violence, qui plus est violence organisée par le pays voisin. On ne le dira jamais assez. Autre point, c'était difficile pour les forces de l'ordre marocaines de faire face à une telle situation. La situation normale, c'était de siffler les migrants irréguliers, donc, de leur demander d'obtempérer, de leur passer les menottes. Mais dans ce drame qu'il y a eu, c'était difficile. Si je vous suis, Moustapha Sahimi, on va considérer que ce qui s'est passé à Melilla, c'est une minorité de migrants qui ont été instrumentalisés. La grande majorité, l'immense majorité, évidemment, sont des gens pacifiques. Pacifiques, à la recherche d'un job, attendant les possibilités de migration, etc. Et d'ailleurs, c'est une communauté pacifique, globalement. Absolument. Regardez toutes les personnes qui ont été arrêtées. Vous savez, nous avons des chiffres, on va sûrement y revenir. Vous savez que depuis 2017, c'est-à-dire 5 ans et demi, le Maroc a fait échec à 370 000 tentatives de migration. Il n'y a pas eu un blessé. C'est-à-dire, c'est des petits groupes. Ils sont identifiés, ils sont interpellés. Alors, où ils restent au Maroc, où ils sont ramenés chez eux, dans le respect des droits et de la dignité, dans l'accord bilatéral avec les pays concernés, les accords bilatéraux avec les pays concernés. J'ajoute que durant cette même période, le Maroc a neutralisé 13 000 réseaux de migration qui organisent la traite, etc. Donc nous en sommes là. Depuis le 1er janvier de cette année 2022 jusqu'à la fin mai, le Maroc a neutralisé et a fait échouer 26 000 tentatives de migration. Absolument. Je le répète encore, il n'y a pas eu un seul blessé. Dans le cadre d'accords, encore une fois, qui sont connus et reconnus, aussi bien par l'Union africaine que par l'Europe. Donc nous avons une politique qui était normée par rapport à un certain profil de migrants. Aujourd'hui, nous devons innover, si je puis dire, parce que nous avons affaire à un deuxième type de migration violente, organisée, avec des armes. Et je ne doute pas. On peut continuer à supposer et à espérer que ce n'est qu'une minorité, que c'est des bandes criminelles, et que donc voilà. Et je veux espérer qu'il n'y aura pas prochainement une autre opération similaire organisée par le pays voisin, mais je ne prendrai pas un grand risque en soutenant cela. De toutes les manières, le Maroc a depuis toujours appelé à ce que les pays de la Méditerranée, de manière générale, l'Europe en particulier, qu'ils organisent un watching du paysage. Faire une observation de tout le paysage à travers un observatoire de surveillance de cette migration.
sachant pertinemment que, d'ailleurs, le roi Mohamed VI l'a écrit dans un article qui est sorti en 2013 ou 2012, où il disait que la question migratoire en Afrique, elle ne participe qu'à moins de 5% à l'ensemble du mouvement de migration au niveau international. C'est-à-dire on n'envoie pas des millions de personnes en Europe. Ce sont des gens qui bougent, qui sont en mouvement à l'intérieur de l'Afrique, et ils restent en Afrique. Et c'est des mouvements de population qui sont connus, qui sont maîtrisés, et on n'a pas besoin de les matraquer justement pour qu'ils reviennent là où ils doivent être. Aujourd'hui, il y a des attitudes à avoir. Je pense que ce qu'il y a à faire, et ça, les voisins algériens doivent le faire, parce qu'en fait, je me pose la question, quand on est voisin, quand on est frère de sang, quand on a la même religion, quand on a les mêmes aspirations, pourquoi on va essayer de dilapider tout ce capital d'amitié à cause de problématiques comme celle-là? Votre discours est inaudible de l'autre côté de la frontière. Je le dis hélas, quand même. Hélas. Frontière par ailleurs poreuse. C'est tellement vrai. Ça a été noté par certains médias espagnols, la passivité des éléments de l'armée algérienne aux abords des frontières, et donc une porosité de la frontière. Et on le disait tout à l'heure, on a vu cette réaction. Dans le cadre d'une action diplomatique précise, dans un contexte particulier. J'ajoute encore un mot. Nous n'avons pas de coopération pour la gestion des flux migratoires avec le pays voisin. Plus encore, nous n'avons pas de coopération dans la lutte antiterroriste avec le pays voisin. Nous avons de la coopération avec la plupart des pays de la région, sauf avec l'Algérie. Voilà l'état des lieux. Et voilà pourquoi il n'y a rien à attendre d'un changement de politique du pays voisin, quand on sait la systématisation de l'hostilité diplomatique de ce pays à l'endroit du Maroc. Alors, revenons sur l'aspect relations internationales et géopolitiques. Zakaria Boudahab, on a entendu tout à l'heure le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, insister sur le fait que les drames de l'immigration clandestine sont une question complexe qui ne peuvent donc être envisagés sous un seul angle, mais sous un angle global. Donc on voit la pensée du responsable espagnol qui place cette question sur un plan politique en appelant une plus grande coopération entre l'Europe et le Maroc. Mustafa Sahimi, je pense tout à l'heure, où Driss Issaoui parlait de la visite qu'il y a eu lieu auprès le ministre marocain de l'Intérieur, Abdelafi El-Fsid, a reçu son homologue espagnol et européenne, suédoise Johansson. Donc comment peut-on remettre ça dans un contexte global, puisque ça concerne tout le monde? Disons qu'il y a une sorte de frilosité, il me semble, que ce soit au niveau multilatéral, que ce soit au niveau continental. Au niveau multilatéral, vous savez, il n'y a pas de convention contraignante relative à la question migratoire, sauf si je cite la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille, mais là, ce sont des flux qui sont régulés, et que le Maroc est l'un des rares pays à avoir ratifié et publié au bulletin officiel. C'est une convention, vous pouvez le vérifier, aucun pays occidental, à ce que je sache, ne l'a ratifié. Cela veut dire que les États veulent toujours garder une certaine main sur la régulation des entrées au niveau de leur pays. Le Maroc, on sait quelque chose, puisque déjà en 2003, consécutivement aux attentats de Casablanca, 16 mai 2003, avait adopté ce qu'on appelle le Code de séjour des étrangers. Il a bien compris la nécessité de créer une assise juridique à la question du séjour des étrangers, jusqu'à, bien entendu, à partir de 2012-2013, où cette politique migratoire systémique, ordonnée, globale, etc., ait été mise en route. Cela est le premier élément. Le deuxième élément, en tant qu'internationaliste, moi je vois qu'il y a, on va dire, beaucoup de maillons qui font défaut au niveau de la résilience et du maillage étatique en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure en montrant un peu l'itinéraire emprunté par les migrants, qui peut-être cherchent des jours meilleurs. Ils sont obligés de quitter leur pays. La question de la conflictualité, la récurrence des crises, la question de la faiblesse du maillage étatique. Je ne vais pas citer d'État, mais on pourra le comprendre si vous prenez la zone sahélo-saharienne, que fait le G5 par exemple. Il y a le Tchad, il y a le Mali, il y a la Mauritanie, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger. Et le Maroc, toujours, avait plaidé, je rappelle, plaidé pour une politique migratoire intégrée. 2006, il y a eu à Rabat
première réunion intercontinentale dans le cadre d'une approche dite ordonnée, lien entre développement et migration. C'était le sommet de Rabat en 2006. Mais par la suite, surtout du point de vue de l'Union européenne, il faut le souligner, il n'y a pas eu des oreilles attentives ou, si vous voulez, des réponses ajustées et adaptées quand on sait que le Maroc dépense beaucoup pour surveiller ses frontières, ce qu'il dépense en termes de régulation, ce qu'il reçoit de l'Union européenne, est asymétrique, complètement au-dessous de ce que le Maroc investit. Vous avez des chiffres? Vous avez une idée des chiffres? Pas vraiment, mais en moyenne, M. Haddad, je l'ai écouté, je pense, hier, parce qu'il est président de la commission parlementaire mixte. 5 milliards de dirhams par an. Voilà, mais c'est-à-dire qu'il y a un écart très, très important. Et ça, oui, tout à l'heure, avait cité, je crois, des messages ou des discours de Sa Majesté le Roi, dans lesquels il a rappelé qu'en fait, ce que fait le Maroc, ce qu'il dépense en termes de, disons, de flux migratoires en contrepartie, il ne reçoit pas grand-chose. Il a toujours plaidé pour une approche qui est globale et intégrée. Et d'ailleurs, si le Maroc abrite l'observatoire, ici à Rabat, ce n'est pas pour rien, parce qu'il a dit qu'il faut adopter une approche idéologique. Dernier point, très important comme indice, le Maroc n'a jamais voulu signer ce qu'on appelle les accords de réadmission. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne voulait jamais être un point de rétention pour refouler les migrants selon des méthodes qui ne sont pas amènes. Et donc, du coup, moi, je crois que pour notre plaidoyer, on peut dire que le Maroc, tout simplement, était proactif en la matière. Très bien. Alors, on passe aux conséquences très rapidement, s'il vous plaît, le temps file. Oui, je vais être bref, comme d'habitude. Bien entendu. Pour les chiffres, le Maroc dépense 5 milliards de dirhams par an. La contribution de l'Union européenne est de 15 millions d'euros par an. Ça, c'est des chiffres qui ont été donnés, par le parlementaire Hassan Haddad, qui est président du comité mixte Maroc-Union européenne et qui a saisi tous les parlementaires européens à ce sujet. Autre question rapide, la migration est un phénomène historique. Toute l'histoire de l'humanité est une histoire de migration, il faut le dire. C'est vrai. De la migration. Il n'y a qu'à regarder la géographie du Maroc, la carte du Maroc, on est à cheval. Mais en Afrique, en Amérique latine, en Asie, partout, il faut le rappeler. Donc c'est l'histoire du monde, l'histoire des sociétés, celle de migration. Autre question, la migration africaine vers l'Europe n'est pas illégitime. Elle est légitime. Un Africain sans emploi, sans ambition, sans projet de vie, c'est d'aller là où il a une possibilité de trouver travail, donc c'est quand même important de le relever. Vous étiez supposé être bref. Donc nous allons passer aux conséquences de cet assaut. Alors le Maroc a eu une réaction immédiate, proactive et immédiate, et contrairement aux allégations des ennemis du Maroc, comme l'Algérie d'ailleurs, qui s'était un peu démenée sur le plan diplomatique, les autorités marocaines ont réussi au moyen d'une stratégie de communication à expliquer, à aviser à temps les partenaires africains de ce qui s'était passé, sachant que la majorité des ambassades africaines à Rabat saluent la politique migratoire du Maroc et saluent le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi. Je voudrais vous proposer d'écouter les déclarations de leurs excellences les ambassadeurs du Cameroun, qui est aussi doyen du corps diplomatique africain, et de l'ambassadeur du Tchad, juste après cette même journée du 24 juin. Tout le groupe africain dans son ensemble apprécie grandement les gestes de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en ce qui concerne l'encadrement des migrants ici au Maroc. Et si vous vous souvenez très bien, en 2013, par un geste magnanime de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, on a procédé à la régularisation de plus de 25 000 personnes en situation irrégulière ici au Maroc. On leur a permis non seulement de retrouver une vie normale, mais de pouvoir scolariser leurs enfants, de pouvoir avoir une vie de famille normale et de s'insérer dans la société marocaine s'ils le veulent. Mais dans tous les cas, on a régularisé. Et cette politique migratoire du Royaume du Maroc a valu à Sa Majesté le Roi Mohamed VI d'être désigné par ses collègues, par ses homologues chefs d'État africains comme champion en matière de migration pour le continent africain.
Et le Maroc représente dignement le continent africain dans le dialogue international en matière d'immigration. Donc, en revenant maintenant sur l'assaut qui s'est passé, on nous a montré les vidéos, les faits, et qui sont d'une violence inouïe. C'est quelque chose auquel nous n'avons jamais assisté ici au Maroc, même comme par le passé, il y a eu des attaques. Généralement, on nous a habitués à l'attaque de ces barrières à la veille de Noël ou bien à la veille du Nouvel An. Et cette année, ils ont choisi un vendredi, nous ne savons pas pourquoi, et ils ont changé le mode opératoire. D'abord, je voudrais effectivement saluer la politique de Sa Majesté, la politique migratoire de Sa Majesté, qui a effectivement donné des instructions royales pour essayer, bien sûr, de mettre évidemment à l'abri tous les étrangers, les immigrés, les étudiants, les travailleurs qui vivent au Maroc ici. Et nous, en tant qu'ambassade, nous avions suivi effectivement l'exécution de ces instructions royales qui ont été mises à exécution depuis un certain temps. Ça, de toutes les manières, tout le monde est d'accord et nous, mission diplomatique, nous sommes d'accord sur cet aspect. Bon, maintenant, par rapport à ce qui vient de se passer à Nador, il y a 2-3 jours, évidemment, nous déplorons ce qui s'est passé et que nous pensons effectivement qu'il doit y avoir certainement une ramification externe qui est en train d'allumer le feu et pour remettre en cause évidemment cette politique migratoire du Maroc vis-à-vis des ressortissants africains qui vivent au Maroc ici. Mais je ne vois pas évidemment en quoi évidemment le Maroc prendrait évidemment de ces mesures draconiennes pour pouvoir arriver à ces résultats que nous regrettons. Il est vrai que les réseaux sociaux ont dû diffuser des images et tout ça qui évidemment donnent l'impression que le Maroc a une grande part de responsabilité. Et effectivement, c'est ce qui est déjà parti. Et nous, on est interrogés. On est interrogé évidemment par nos pays pour savoir la contradiction qu'il y a entre les instructions royales et ce qui se fait sur le terrain. Mais en fait, ce n'est pas ça la réalité. Et nous ne faisons pas évidemment l'avocat du Maroc. Mais nous essayons bien sûr de dire ou d'exprimer évidemment cette réalité sur le terrain. Vous avez une rapide précision à faire? Oui, il faut saluer d'abord les déclarations des deux ambassadeurs, celle du Tchad qui a bien mis en relief la politique royale, celle de l'ambassadeur du Cameroun qui a fait référence à un geste royal. Ce n'est pas un geste en 2013, c'est une politique, c'est une stratégie. Et il a donné un chiffre aussi qui doit être corrigé pour nos téléspectateurs, il a donné 25 000 noms, c'est 51 000. 51 000 régularisations, en 2014, 23 000, et en fin décembre 2016, janvier 2017, 28 000, ça fait 51 000. Donc c'est important à dire. Je voudrais également donner une citation royale qui est importante, qui témoigne bien de la vision. C'est une citation d'un discours royal fait à Marrakech en décembre 2018. Qu'est-ce qu'il dit le souverain ? Il insiste sur la sécurité qui doit être donnée aux migrants, qu'ils aient la plénitude de leurs droits en tant que migrants, que ce sont des droits inaliénables, et il ajoute, le migrant n'est pas plus ou moins humain d'un côté ou de l'autre d'une frontière. Voilà une vision humaniste, stratégique d'une philosophie royale, c'est celle du Maroc. Merci Mostafa Chehimi, ça méritait d'être rappelé effectivement et la correction aussi méritait d'être faite. Le Maroc donc a une bonne réputation sur le continent en matière de migration à travers plusieurs politiques qu'il a menées, à travers les vagues de régularisation de 51 000 migrants. Mais le Maroc, dont le chef de l'État, donc dont le roi Mohamed VI a été désigné comme leader de la migration en Afrique, est-ce qu'il peut continuer à se dresser seul face à un phénomène qui fait que s'accentuer? Il y a une guerre en Ukraine, il y a une sécheresse, il y a une détérioration des conditions de vie d'une manière générale qui menace plus de 20 millions de personnes, de familles. Est-ce qu'on devrait s'attendre à une accentuation, à une augmentation de ce phénomène migratoire? Je parle du phénomène migratoire naturel, normal et pacifique, bien entendu. Très certainement. C'est un phénomène
qui est appelé à se multiplier, à devenir plus important. C'est pour cela que le Maroc a toujours demandé, il a fait deux choses. Il a travaillé en interne avec les associations de société civile, avec les ministères, avec les intellectuels, pour élaborer cette stratégie nationale de l'immigration. Et on pourra d'ailleurs, je pense, on aura le temps de revenir sur cette stratégie pour l'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il faut qu'on la présente. Mais aujourd'hui, nous avons cette obligation de faire face à la question migratoire de la manière la plus humaine, la plus stratégique, la plus, on va dire, la plus avenante possible avec ces immigrés qui sont des citoyens à part entière. Et c'est ça le plus important. On ne peut pas les traiter comme n'importe quoi. Et ça c'est toute la différence que le Maroc met dans son traitement de la question migratoire et les autres. Alors, quand je dis les autres, c'est les autres. Tout le monde considère que ceux qui font l'immigration n'ont aucune valeur et qu'on peut les traiter par-dessus la jambe. Ça, c'est impossible. Donc, on est devant une stratégie et une situation très particulière à laquelle il faudra qu'on fasse attention. Je ne veux pas oublier ce qui s'est passé à Mlilia. Je trouve que c'est très grave. Effectivement, sur le plan humain. C'est une bascule, c'est une minorité, ce sont encore une fois des bandes criminelles. C'est une minorité, mais il faut quand même faire attention à ça. Il faut faire attention. Tout en poursuivant la politique habituelle de toutes les manières, les 51 000 dont on vient de parler, c'est des gens comme vous et moi. Ils ont leurs enfants dans les écoles marocaines. Ils vont à des dispensaires marocains. Ils participent à la création de richesses ici. Ils ont créé des entreprises. Ils sont salariés, ils sont même responsables d'un certain nombre de structures marocaines. Ils ont été acceptés, ils sont à l'intérieur. Donc ne les traitons que comme ça. Sans compter, on en parlait tout à l'heure, Zakaria des start-up, absolument. Toutes ces personnes, toutes ces jeunes étudiants et étudiantes qui sont chez nous, qui sont formés chez nous, qui repartent. Je ne veux pas parler d'exemples particuliers, mais je connais des gens qui vivent à Temara, à Rabat, dans d'autres villes, à Agadir, etc. Et c'est des gens qui sont très entreprenants, qui sont très intelligents, et ils ont trouvé le moyen de vivre avec ce pays. De toutes les manières, comme le Maroc bouge, comme le Maroc se développe. Aujourd'hui, certaines villes marocaines, elles sont mieux organisées que certaines villes européennes. Ils sont dans le mouvement et la dynamique. Tout le Maroc est dans la dynamique de modernisation que connaissent tous ces pays-là. Donc, il faut arrêter de traiter la question migratoire avec ces lunettes. Épouvantail. C'est quelque chose, une politique générale et pas publique de l'État qui est naturelle, qui est humaniste. Mais encore une fois, je reviens sur cette question qui est inquiétante parce que j'ai encore en tête et en mémoire les armes qui ont été montrées, la chaux vive. Les mains cisaillées, ça. Mais je voudrais juste citer un petit passage de ce qui a été dit entre le ministre de l'Intérieur marocain et les ministres de l'Intérieur de l'Europe et de l'Espagne, quand ils disent que le Maroc, aujourd'hui, a développé un modèle migratoire, un modèle de gestion migratoire des plus avancés au monde et qu'il faudrait prendre en considération. Entre autres, ils se sont mis d'accord pour lancer des partenariats rénovés. Le Maroc est un partenaire stratégique avec sa stratégie nationale de l'immigration et aussi la reconnaissance du changement qui s'opère avec l'extrême violence et la dangerosité des réseaux criminels et de la migration. Et ils ont, en même temps, les ministres de l'Intérieur ont dénoncé ce qu'ils ont appelé les complicités criminelles qui se sont tissées à l'occasion de cette opération. C'est clair. On va revenir juste après le flash d'information, Zakaria Boutahab, sur ce fameux sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu en février avant la guerre en Ukraine. Il semblerait que les bonnes intentions étaient un petit peu occultées par la guerre, mais peut-être que ce drame, peut-être que cette réalité migratoire générale et positive africaine, quelque peu atténué, bien entendu, par ce drame de Mlilia, sera posé encore sur la table des deux ensembles continentaux. On se retrouve dans quelques instants après un flash d'information. À tout de suite.
Allez, c'est parti pour la deuxième partie de cette émission spéciale consacrée au drame survenu dernièrement à Mlilia. Zakaria Boutahab, juste avant la pause, l'interruption, je vous posais la question sur ce fameux sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu en février, lors duquel on a parlé de beaucoup de choses. Africains et Européens ont parlé de beaucoup de choses, dont la migration. Plus rien ne s'est passé apparemment depuis le 24 février, date du début de la guerre en Ukraine. Mais maintenant, avec ce drame, est-ce que ça va être remis sur la table? Oui, je crois que c'est un nouveau point de départ pour un réveil des consciences, puisque les images frappent fortement. Ça me rappelle l'image du petit que la mère a jeté, malheureusement, sur son ventre, le petit Syrien. Et ça a fait le tour du monde. Ce genre d'image, je crois, ça a un effet important. Ça d'une part. D'autre part, moi, je voudrais quand même rappeler que le Maroc a abrité en décembre 2018 la fameuse réunion qui a accouché du pacte international, pacte mondial sur les migrations régulées, ordonnées. Sur ordonnées et régulières en 2018. Exactement, et ça c'est très important, c'est un point focal. Il faut quand même marketer dessus. Et le sommet que vous avez évoqué, c'est Aziz, donc a eu lieu en février 2022. Moi, je crois que, reprendre ce que disait Carbonnier, c'est un juriste, une espèce d'inflation institutionnelle, de commission, pour qu'au final, ça ne produit pas les effets escomptés. Pourquoi? Parce que d'abord, même au niveau de l'Union européenne, les pays sont divisés. Vous prenez le groupe de Visegrad, d'autres pays comme l'Autriche, par exemple, ont une position assez particulière par rapport à l'accueil des migrants. Et ensuite, même au niveau de la mobilisation des budgets, il n'y a pas toujours consensus en la matière. Et donc, il y a, si vous voulez, un peu des frictions. Je l'ai dit tout à l'heure, on est plus dans une logique du bilatéral plutôt que du multilatéral au niveau de l'Union européenne. Ça, c'est le premier point. Au niveau de notre continent, également, nous n'avons pas toujours les mêmes positions en ce qui concerne les 54 États qui composent cette institution. Ceci dit, cela plaide pour une réforme profonde de cette organisation continentale, pour qu'elle agisse de façon opérante et trouve, si vous voulez, les moyens pour dégager une sorte de feuille de route agissante pour contribuer à... D'abord, parce que vous savez, nous sommes perdants de l'émigration avec E majuscule. Il y a beaucoup de cadres qui émigrent, etc. On n'en parle pas. Il y a les médecins, etc. Troisième niveau, à mon sens, qui fait beaucoup défaut dans ce genre de coopération, c'est le bilatéral. Et quand je dis le bilatéral, c'est Maroc-Mauritanie, c'est Maroc-Algérie, c'est Maroc-Tunisie. Hélas, le Maghreb n'existe plus. Du moins, il est dans un coma profond. Si elle existait, cette union, elle aurait pu contribuer à mettre sur pied des stratégies de prévention de ce genre de drame. Et donc, pour au final aboutir à la conclusion non seulement elle n'existe pas, mais elle crée des problèmes en son sein. C'est une responsabilité collective. Je crois que loin de la surenchère, mes collègues tout à l'heure ont parlé de la stratégie migratoire marocaine. Vous savez, l'origine, c'était des recommandations du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, qu'il a adressé à Sa Majesté, et Sa Majesté a réagi promptement pour formuler une stratégie de ce genre. Moi, je crois que le Maroc n'a pas de leçons à recevoir. Néanmoins, aujourd'hui, il faut déterminer les responsabilités. Les enquêtes sont en cours, parce qu'on ne peut pas le faire dans ce genre de méthodes qui ne sont pas droit-domistes. Et donc, du coup, on ne peut pas ne pas citer la question de la traite des personnes humaines, la question de l'esclavagisme, etc., etc. Nous devons aussi faire notre mea culpa, au niveau continental, bien entendu. Alors, vous avez parlé, je retiens ce mot que vous avez cité, le bilatéral. Alors, vous avez parlé du bilatéral intra-Maghreb, mais aussi du bilatéral entre le Maroc et l'Espagne. Moustapha Sahimi, l'attaque de Mlilia a montré la symbiose des relations entre les deux voisins et les réactions qu'il y a eu. Il y a eu donc... comme dans n'importe quel couple, il y a des hauts et des bas. Je ne vous apprends rien. Et dernièrement, il y a eu donc ce rapprochement spectaculaire entre Rabat et Madrid, qui justifie un peu des réactions du voisin, qui algérien, pour ne pas le citer, contre les Espagnols, puis contre les Marocains. Et je voudrais, à ce propos, des relations donc de l'absolue nécessité de bonnes relations entre Rabat et Madrid, je voudrais vous proposer d'écouter, et aux téléspectateurs, téléspectatrices aussi, la déclaration de M. José Bono, l'ancien ministre de la Défense et ancien président du Parlement espagnol. Ce qu'il dit sur les relations Maroc-Espagne. En primer lugar, que España y Marruecos tienen que tener una muy buena relación. L'Espagne et le Maroc doivent avoir une très bonne relation, car nous avons besoin l'un de l'autre. L'Espagne a besoin du Maroc pour des raisons essentielles, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes voisins.
Sur la question du Polisario et du Sahara, par exemple, je pense que le gouvernement agit correctement. Les Sahraouis en ont assez des résolutions et des discours très radicaux invoquant des solutions des Nations Unies qui n'ont pas été appliquées depuis des décennies. Ce qu'ils veulent, les Sahraouis, ce sont des solutions. Et ces solutions ne viennent ni du Polisario, ni de l'Algérie. Il faut le dire clairement et sans ambiguïté. Nous devons nous entendre avec le Maroc. Le changement de politique qui a eu lieu doit être applaudi. Tenemos que llevarnos bien con Marruecos. Y el cambio de política que se ha producido es un cambio que me parece digno de aplauso. Alors, Mostafa Sahimi, à travers les propos de José Bono, qu'est-ce qu'il faut attendre de l'Espagne et au-delà de l'Europe à l'égard du Maroc? Je vais vous répondre en élargissant votre question, si vous le permettez. Je le permets. Le Maroc n'a pas pour mandat de gérer les flux migratoires entre le sud et le nord. Nous n'avons pas mandat pour ça. On n'a pas une délégation. Donc que l'Europe surveille ses frontières, ça c'est un premier attribut de souveraineté. Deuxième point, au-delà des relations Rabat-Madrid, c'est l'Union européenne qui est interpellée. Question, est-ce que l'Union européenne a une politique migratoire cohérente? Pas du tout. Vous savez qu'il y a sur la table de l'Union européenne une charte depuis 2020 en discussion, la charte sur l'immigration et le droit d'asile, qui est un texte très restrictif. Il est restrictif pourquoi? Parce qu'il vise à une politique d'immigration choisie, suivant des profils et des compétences, et non plus une politique ouverte, premier point. Deuxième point, au sein de l'Union européenne, il y a plus que des nuances, il y a des divergences entre une approche des pays nordiques, des pays du groupe de Visegrad et d'autres pays, notamment la France et l'Espagne, qui sont extrêmement rétives à ce sujet. Il faut le dire. D'ailleurs, en France, c'est une politique constante, puisque, et en France et ailleurs, et en Italie, et même dans les pays nordiques, il y a eu un phénomène nouveau qui est venu donc grever ce dossier et le biaiser. C'est quoi? C'est l'utilisation de la migration dans les politiques intérieures, dans les campagnes électorales. Vous savez, c'est quand même intéressant. Comment le président Macron, il faut le dire au moins une fois, a décidé de réduire les visas de 50% pour les 3 pays maghrébins? C'est parce qu'il y avait une campagne électorale. Oui, 30% d'ailleurs. On se demande pourquoi 30% en Tunisie, pourquoi 50% pour le Maroc, pour l'Algérie. Donc nous en sommes là. Il n'y a pas une politique, il y a un consensus qui existe entre ces pays pour des mesures restrictives. Ce qu'on peut dire à ce sujet, pour répondre maintenant à votre question, c'est une politique globale qui intéresse tout le monde. Ça intéresse le Maroc, ça intéresse les pays émetteurs de flux de migrants, il n'y a pas que le Maroc. Sauf que le Maroc a une boîte à outils, il a une expertise, il a un savoir-faire, c'est un modèle d'accompagnement, de régularisation, d'intégration, etc. Et ça implique 2 choses. Ça implique qu'on sorte du cadre strictement sécuritaire. Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement Frontex, qui est le dispositif qui est mis sur pied, vous le savez, pour le contrôle des côtes méditerranéennes de la rive nord. Il faut des moyens. Il faut, au-delà du sécuritaire, une approche globale, économique, sociale, et puis un véritable partenariat. Or, pour l'instant, pour ce qui est de la question migratoire, il n'y a pas beaucoup de partenariat entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Je voudrais vous proposer donc, encore une fois, Pedro Sanchez, dans les relations telles qu'il les voit entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, Espagne-Maroc en l'occurrence. El gobierno de España es evidente que teníamos la obligación. Mon devoir en tant que chef de gouvernement est de trouver une solution à la crise bilatérale qui a perduré entre l'Espagne et le Maroc, l'un de nos meilleurs partenaires stratégiques. Notre coopération a trait à des domaines multiples et ne s'articule pas seulement autour de l'immigration illégale. No solamente desde el punto de vista de la lucha contra la migración irregular. Hablo también de todo lo que... Le Royaume est un partenaire stratégique qui se bat contre le terrorisme et avec lequel on a également plusieurs liaisons commerciales et plusieurs champs d'investissement. Plusieurs sociétés espagnoles opèrent au Maroc et de même, une grande tranche de Marocains résident en Espagne. De ce fait, les relations qui nous lient au Maroc sont hautement essentielles pour nous. En nuestro país. Por tanto, las relaciones que tenemos con Marruecos
son de una importancia estratégica. Je crois qu'en vertu de l'accord ratifié entre nos deux pays et de par ma dernière visite à Rabat qui remonte à quelques mois seulement, nous entamons une nouvelle page de partenariat bénéfiquement mutuel avec le Maroc, un accord dont le point d'orgue sera couronné par la réunion de haut niveau qui devrait se tenir avant la fin de l'année et qui sera l'occasion propice de renforcer notre coopération à tous les niveaux. Nuestra relación bilateral en todos los frentes. Alors, Driss Issaoui, à la lumière de ces propos du chef du gouvernement, du président du Conseil espagnol, au-delà des clivages politiques, et pour tout dire politiciens qui existent en Espagne, est-ce que ces propos-là donc de M. Sánchez ne montrent pas finalement l'émergence prochaine, ou si ce n'est déjà le cas, d'une nouvelle politique générale, une nouvelle politique globale, quelqu'un autour de la table a utilisé le terme global, de l'Espagne à l'égard du Maroc, qui s'inscrit dans le temps et d'une manière définitive, au-delà des clivages politiciens, j'insiste. C'est très juste ce que vous dites. Pourquoi? Parce que le Maroc a déjà entamé une vision globale, à long terme, avec le voisin espagnol. On avait un traité d'amitié, de fraternité, de bon voisinage, etc. On avait même des commissions bilatérales avec l'Espagne où on pouvait traiter des questions culturelles, des questions migratoires, etc. Mais personne n'a pu suivre. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, s'il y a un homme politique ou une femme politique en Espagne qui est capable de prendre ce dossier, de dire on va traiter cette affaire avec les Marocains et on va poser les bases pour faire que la question migratoire devienne un sujet important que l'on puisse traiter de la manière la plus sereine. Mais au-delà de la question migratoire, non, au-delà, autre chose, c'est ce que disait Pedro Sánchez. De toutes les manières, avec le voisin espagnol, si vous regardez l'histoire des deux pays, c'est une histoire de flux et de reflux. Nous avons du commerce ensemble, nous avons des stratégies d'intégration ensemble. On doit les travailler. Et on devrait oublier que les deux pays sont seulement gérés par cette histoire de frontières pour surveiller qui traverse, qui ne traverse pas. Il faudrait que, de toutes les manières, c'est comme si on parlait d'un pays qui est le Maroc. Là, on revient à ce que disait Hassan II. Le Maroc est un pays qui a les racines en Afrique et les branches sont en Europe. On est vraiment dans cette situation-là. Et nous sommes obligés de tenir compte de ce voisinage historique, de ce déterminisme historique qui nous fait qu'on doit être toujours à l'écoute de l'autre. Alors, nous allons passer à la quatrième et dernière partie de notre émission spéciale sur le drame de Melilla. Nous avons entendu tout à l'heure les déclarations des ambassadeurs de deux ambassadeurs africains accrédités à Rabat, l'ambassadeur de la République du Tchad et de la République du Cameroun. Voici maintenant celle de l'Organisation internationale pour les migrations à travers sa représentante au Maroc, Madame Laura Palatini. Quand on parle du phénomène migratoire en général, le mot complexité est le mot le plus utilisé. Et pour le Maroc, il faut rappeler que cette complexité est encore plus amplifiée vu sa position géographique qui fait si que le Maroc soit à la fois un pays d'origine, de transit et de destination. Par rapport à cette complexité de haut niveau, des efforts énormes ont été faits par le Maroc dans les dernières années. Sur le Maroc, un pays de destination, et donc sur les initiatives prises pour encourager l'intégration des étrangers, je voudrais bien sûr rappeler l'adoption de l'ASNIA, la Stratégie nationale d'immigration et asile, avec plusieurs initiatives qui ont été prises aussi au niveau régional, et où l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, les autres agences onusiennes et aussi la société civile on est très engagés pour accompagner le gouvernement. Il faut aussi rappeler les 2 campagnes de régularisation et maintenant on espère que le projet pour une loi sur la migration avance de manière correcte. Quand on regarde aux risques que les migrants et les demandeurs d'asile encourent pendant leur déplacement, c'est très important de rappeler les besoins actuels de renforcer l'accès à des voies alternatives, régulières et sûres pour limiter les recours à des dangereux périples et réduire les risques que des événements tragiques se reproduisent dans le futur. Pour terminer, je voudrais souligner le rôle actif du Maroc au niveau global, dans l'engagement concret dans la réalisation des objectifs contenus dans le Pacte mondial sur l'immigration, qui représente un cadre pour gérer
la question des migrations d'une manière plus sûre, ordonnée et humaine, mais aussi au niveau continental, avec la désignation de Sa Majesté le roi Mohamed VI comme leader de l'Union africaine sur la question de la migration. Alors, Mostafa Sahimi, à la vue des images des corps, ces images donc, qui ont fait le tour du monde, il y a eu de l'émotion, il y a eu l'ONU, comme je le disais tout à l'heure, a dénoncé un usage excessif de la force, mais aujourd'hui, contre le Maroc et l'Espagne, usage excessif, c'est ce que disait l'ONU. Mais au vu de la déclaration de Mme Palatini, est-ce que l'ONU n'a pas été un peu vite en besogne, plus les autres organismes qui ont été un peu prompts à critiquer, plus des organismes marocains de défense des droits de l'homme qui ont été prompts à condamner? On entend bien cette dame parler. Est-ce que c'était pas un peu excessif? Vous avez raison. Il faut relever d'abord que la déclaration de Mme Laura Palatini, directrice de l'Organisation internationale des migrations, est conséquente, nuancée et responsable. Il faut lui donner acte de cela. En revanche, je ne comprends pas très bien la réaction dans la journée de l'ONU qui a dénoncé la politique disproportionnée du Maroc à l'endroit de ce qui s'était passé à Milan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ONU devrait faire montre davantage de retenue, de sagacité, d'évaluation avant de sortir un communiqué. L'ONU ne doit pas être entre les mains d'écriture et de communiqués de responsables intervenant dans le domaine émotionnel. C'est de l'émotionnel. L'ONU n'avait pas d'éléments d'information pour pouvoir prendre une position de ce type-là. Et d'ailleurs, ça met mal à l'aise les positions de l'ONU sur ce plan-là, parce que c'est une organisation internationale qui ne doit pas fonctionner sur ce que donnent les médias dans les heures qui suivent après tel ou tel événement, et tout ça doit être dit. Commentaire? Je voudrais quand même dire que le mot condamnation pratiquement n'a pas été utilisé, mais on a déploré peut-être l'usage disproportionné de la violence. Mais l'ONU, je crois que par ailleurs, a demandé qu'il y ait une enquête indépendante, transparente, pour faire d'abord la collecte sans quérir de la situation, et par la suite, peut-être formuler des recommandations. Par ailleurs, vous êtes diplomate. Quand vous dites ça, vous êtes diplomate. L'ONU a pris position dans les 24 heures dans un communiqué qui mettait en cause la disproportion des moyens utilisés par le Maroc et l'Espagne. Je termine, c'est Mostafa. Il n'y a pas eu de condamnation du Maroc. Il n'y a pas de condamnation Makinesh. Par ailleurs, ce qu'il y a, c'est que des pays au sein, je pense, du Conseil de sécurité non permanent, comme le Kenya, je crois même, on a vu même le Gabon et d'autres pays qui se sont joints, parce qu'au départ, ils étaient un peu impressionnés ou très impactés des images par les images. Mais dans les méthodes de travail, normalement, l'ONU doit prendre le temps de s'enquérir de près de la situation, collecter toutes les informations, et la procédure étant contradictoire, il faut écouter tout le monde. Moi, j'espère que l'enquête aboutisse. Pourquoi la directrice de l'OIM? Parce qu'elle est sur place. Elle sait très très bien de quoi s'agit-il. Elle a suivi nous-mêmes, en tant qu'universitaires, nous avons organisé des événements avec cette organisation et d'autres institutions qui représentent l'ONU. Et au final, je crois que là, il n'y a pas de place aux surenchères parce que les vies humaines sont très chères. Et ça a été dit et ça a été rappelé par les collègues. Ce qu'il faut, à mon sens, c'est maintenant peut-être non pas revoir, mais évaluer notre politique publique en matière de migration, parce qu'il est temps peut-être de réajuster le tir et introduire quelques garde-fous en termes d'anticipation, de prévention, à ajuster. Le Maroc seul ne peut pas tout faire, il faut qu'il le fasse avec d'autres pays, il faut qu'il y ait de la bonne foi chez les autres pays pour que nous aboutissions à des résultats qui sont tangibles. Et il faut aussi, et surtout, écouter les principaux concernés. Et je vous propose d'écouter ces témoignages de quelques migrants chez nous. Et comment ils décrivent leur quotidien? Je m'appelle Pasteur Emmanuel Bamadou. Nous venons de la ville de Lomba, au Nigeria. Nous nous sentons bien ici au Maroc, au Royaume du Maroc, où nous sommes depuis très longtemps. J'apprécie énormément l'approche humanitaire du roi Mohamed VI concernant la question migratoire. Nous avons la carte de séjour au Maroc et nous vivons bien ici.
Comme vous pouvez le voir, j'ai ma propre entreprise. Nous avons tous nos droits en tant que migrants. Nos enfants bénéficient du droit à l'éducation en tant que droit humain dans les écoles du Royaume. Nous vivons quotidiennement notre vie d'une manière normale ici au Maroc. Les Marocains sont des gens sympathiques. La plupart d'entre eux sont éduqués. Ils nous voient comme des frères. D'ailleurs, j'apprécie vraiment le travail de tous les éléments de la Sûreté nationale et les forces auxiliaires au Maroc. Je tiens également à remercier le gouvernement marocain et au nom de notre association, nous remercions profondément le roi Mohamed VI pour sa politique migratoire envers les migrants africains subsahariens. Que Dieu bénisse votre pays. Merci beaucoup pour cette opportunité. En fait, les Marocains sont sympathiques et j'ai une relation d'amitié avec ce pays, le Maroc. Je suis aussi marié, je m'appelle Michael, je viens du Nigeria et je suis heureux de résider ici au Maroc. Le gouvernement marocain nous traite très bien et nous apprécions vraiment sa politique migratoire. Ma femme et mes enfants vivent ici avec moi. Nous remercions le gouvernement du Maroc parce qu'il se distingue. En Afrique, le Maroc est le pays le plus talentueux du continent. C'est un très bon endroit où venir et séjourner. C'est un bon choix. Je vous en suis reconnaissant. Les Marocains sont des gens aimables et gentils. Je m'appelle Franck Nama. Je suis originaire du Cameroun. Et bon voilà, quant à ce qui est de mon niveau d'intégration au Maroc, ça fait quand même quelques années que je suis là. On est intégré, on est dans le marché, on discute on discute des parts de marché avec les Marocains. Donc c'est la compétition économique qui est toute offerte et donc c'est offert à celui qui est le plus talentueux, celui qui a le plus de capacités. Et autant qu'on peut, on parvient souvent à prendre quelque part de marché. Donc ça c'est sur la question qui est relative à la question de l'intégration économique. Mais maintenant parlant de ma relation avec les Marocains, j'ai des amis marocains de très très longues années. Beaucoup qui m'ont aidé à pouvoir m'intégrer dans la société, qui me donnent des conseils, qui me recommandent quand il faut, quand j'ai besoin d'avoir un contact, quand j'ai besoin d'un service à un endroit. C'est naturellement les Marocains qui me guident vers ces endroits-là, qui nous facilitent un tant soit peu, effectivement, l'accès au temps, au système qu'on va dire administratif, ou bien encore tout simplement avec la société dans son tissu culturel ou bien dans son tissu associatif. Retour donc sur le plateau, il nous reste 3 minutes. Une remarque que vous demandiez, une précision, Moustapha Srimi, allez-y. Oui, il y a un point qui intéresse le pays voisin. Je voudrais le dire pour finir. Le débat porte sur les relations qu'on peut avoir avec le pays voisin. Il n'y a pas de relation. Pas de relation, ni pour ce qui est de la politique migratoire, ni sur le plan de la politique sécuritaire, antiterroriste, etc. Je veux dire ceci. Sa diplomatie fonctionne sur quoi? Une diplomatie produit des valeurs, des prises de position, des solidarités, etc. Sa diplomatie ne produit que de l'hostilité à l'endroit du Maroc. C'est tout ce qu'il y a dans le marché algérien de la diplomatie, c'est-à-dire l'immigration, c'est ceci, les questions, les provinces sahariennes, le Sahara, et c'est un point important. C'est pour ça que malheureusement, on n'a pas le voisin souhaité, mais ça c'est la géographie, et c'est pour ça qu'il n'y a rien à attendre du pays voisin et qu'il faut s'organiser, comme l'a recommandé mon collègue tout à l'heure, autrement, ce plan régional, continental, européen, etc. Peut-être un dernier mot, Driss Issaoui. Maroc, leader des migrations. Maroc organise le sommet de 2018 sur l'immigration sur ordonnée régulière. Le Maroc régularise par 2 vagues successives. 51 000. Ouais. Que peut faire le Maroc de plus? Vous avez 1 minute. Je pense que le Maroc doit continuer sa politique de migration. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur des bases importantes. 1, c'est une politique migratoire tournée vers l'Afrique, pour commencer. 2, parce que aussi, c'est une gestion responsable et humaniste des migrants en situation irrégulière. Il faut le remarquer. Pourquoi? On a pris des gens qui étaient présents ici, on leur a demandé d'aller au niveau des wilayas, etc. Ils se sont inscrits et aujourd'hui, ils sont résidents de manière permanente. Nous avons également
le fait que la gouvernance globale, elle est portée par une Afrique unie. Le Maroc a regardé l'Afrique comme étant un continent, comme étant une entité importante qu'il faut prendre en considération et que ces citoyens qui sont aujourd'hui au Maroc, qui ont bougé de leur territoire, sont venus sur le territoire marocain, demain, ils seront des dignes représentants de l'Afrique et ils vont représenter l'Afrique de manière honorable. Et ça, si vous voulez, si on arrive à inculquer toutes ces valeurs à ces Africains qui sont venus s'installer dans ce pays dans le cadre de cette politique migratoire qui est très complexe. D'ailleurs, je pense que l'on aura fait non pas un bond en avant, mais sauter d'années-lumière entre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Zakaria Abou Tahab, merci Mustafa Shemi, merci Driss Issaoui, merci d'avoir été avec nous sur ce spécial sur le drame intervenu le 24 juin à Melilla.